à l'occasion de To Be Shvat, une entreprise start-up israélienne du food tech est à l'honneur. Comme chaque semaine, nous avons le plaisir de retrouver notre économiste préféré, Daniel Guggenheim, pour parler des choses qui ont marqué la presse cette semaine, la presse économique bien sûr. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors on va commencer avec une embellie au niveau du tourisme et de l'emploi en pleine guerre. Ça paraît à peine croyable. Oui, vous avez employé le beau mot embelli, parce qu'effectivement, sur ces points-là, confirmé d'ailleurs par l'indice de la Banque d'Israël, on remarque qu'il y a une embellie. Pourquoi? D'abord au niveau de l'emploi, ce qui intéresse bien entendu beaucoup d'auditeurs, je suppose, parmi nous. Les chiffres sont assez impressionnants. Il y a un indice dans le domaine de l'emploi qu'on appelle le chômage de façon générale, c'est-à-dire des gens qui sont susceptibles de vouloir trouver un travail, des gens qu'on savait qui travaillaient ou qui sont en âge de travailler et qui ne le font pas. Et donc, bien sûr, ça peut être un taux assez important. Par exemple, avant la guerre, avant le 7 octobre, il était autour en Israël généralement de 4%. Il est monté pendant la guerre à 10%. Et au mois de décembre, de novembre à décembre, ce chiffre a baissé de 10 à 7% en un mois. Ça veut dire 100 000 personnes en mois sont susceptibles de vouloir chercher du travail. C'est donc quelque chose d'important. On remarque d'ailleurs ce chiffre également, le nombre de gens qui ont pris du chélat. C'est aussi en moins, c'est 100 000 personnes en moins. Donc ça montre que ça reprend bien. Alors, oui. on s'interroge parce qu'on se souvient d'un chiffre assez important au début de la guerre concernant les entreprises qui étaient au bord de la faillite. On parlait de 37%. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que ça a changé? Je voudrais juste dire, pour le chômage au niveau strict, on reste toujours au niveau de 3%, ce qui était le chiffre avant la guerre, un peu plus 3, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas une demande pressante de gens qui seraient parmi nous, par exemple, parce qu'il y a des gens qui sont occupés. Pour venir à votre remarque, effectivement, au début de la guerre, un chiffre très important d'entreprises ont déclaré aux statistiques, dans leur sondage, être au bord de la faillite. Ouais. C'est-à-dire que nous, on a pratiquement arrêté notre activité et donc on a licencié beaucoup de gens, mis en chélat, ça veut dire en congé, et donc ça va très mal. Ces entreprises, c'est monté jusqu'à 37%. Et aujourd'hui, on en est où? Et aujourd'hui, on en est à 14%. Sur tout Israël. Maintenant, ce qui est impressionnant, c'est que dans le sud, en octobre, c'était 50% d'entreprises pratiquement la faillite, et maintenant 10% seulement. Ça veut dire que la vie, malgré tout, a repris, même si les gens ne sont pas tous retournés, il y a encore beaucoup de gens évacués, la vie économique semble avoir repris. Oui, ça veut dire surtout que les entreprises et sociétés indépendantes ou autres qui peuvent travailler et qui étaient dans la région de Ashkelon, Sderot et autres, qui au début de la guerre ne pouvaient plus rien faire, ils n'avaient pas de demande non plus les cafés, qu'est-ce qui se passait, etc. Maintenant, ont repris leur activité. Ok, alors on a parlé de l'emploi, on a parlé des entreprises qui reprennent du poil de la bête et le tourisme. Voilà. On en est où? Justement, il y a un article qui a été publié dans la presse israélienne cette semaine où ils ont fait un sondage, c'est-à-dire qu'ils ont interrogé beaucoup de professionnels de tourisme. Qu'est-ce que vous dites? Alors, ils disent que c'est vrai que jusqu'à maintenant, beaucoup d'hôtels étaient pris par les gens qui le gouvernement avait réquisitionnés pour le sud et le nord. Bien sûr. Maintenant, beaucoup de gens ont trouvé d'autres solutions et puis beaucoup de gens ont pu revenir là où il fallait, dans le sud ou surtout dans le sud d'ailleurs. Et ce qu'on remarque, on remarque d'ailleurs des gens qui déjà maintenant ont besoin un peu de s'aérer, donc ils nous demandent occasionnellement de venir dans ces hôtels qui sont maintenant libres. Mais d'autre part, on a énormément de demandes au niveau de Pessar déjà, de gens qui demandent. Alors c'est tourisme intérieur. Ou extérieur? Intérieur. Et d'accord, c'est les Israéliens qui veulent ça peut être respirer aussi, un peu. Dans le sens, c'est tourisme, je veux dire, ça peut être aussi, je ne sais pas, des gens qui d'extérieur demandent aussi, je ne sais pas. Ils disent qu'en tout cas, ils ont des demandes sur Pessar. Et justement, pourquoi c'est possible que c'est joué aussi là-dedans? On a appris, heureusement, et c'est des bonnes nouvelles, que les compagnies de low cost qui avaient compagnie aérienne, qui avaient décidé de ne plus voyager vers Israël à cause de la guerre, ont décidé de reprendre les principales, c'est-à-dire et Ryanair
et Wise, qui sont les principales, bon, EasyJet n'a pas encore dit, mais ou en février, en mars, reprendront leur vol. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui va permettre aux gens qui voudront venir en Israël de le faire plus facilement, et bien entendu pour les Israéliens qui voudront faire aussi des voyages à l'extérieur, c'est quelque chose de fondamental, et ça aidera beaucoup aussi à l'aéroport de revenir à quelque chose de plus normal, une activité plus normale. Alors, est-ce que tout ça est confirmé par l'indice d'activité de la Banque d'Israël? Vous allez expliquer ce que c'est, mais il y a un indice qui est publié et ça dit beaucoup de choses de notre économie. Tout à fait. Cet indice-là, comme vous dites, c'est un indice économique que la Banque d'Israël calcule sur l'activité économique en général, des fois des ventes des maisons. Beaucoup de choses sont mises là-bas. Oui, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans, en ligne de compte. Et ça nous permet de voir un peu ce qui se passe. Et il publie une fois par mois. Et par exemple, en novembre, il avait baissé de 1,8%. J'ai vu dans la guerre, c'était près de 4%, ça avait baissé sur 2-3 mois. Et là, en décembre, pour la première fois, il augmente de 0,4%, ce qui montre qu'il y a vraiment une embellie. Et ce qui est confirmé par les différentes choses que nous avons parlé avant. Bon, alors on continue avec un sujet qui va intéresser au plus haut point tous ceux qui nous suivent. C'est la mashkenta et la pub qu'on voit un peu sur tous nos écrans pour ceux qui suivent les médias israéliens. C'est la mashkenta Betucha, la campagne de pub de la banque Mizrahi qui propose apparemment une mashkenta plus sûre parce qu'on a beaucoup souffert avec l'augmentation des taux d'intérêt de l'augmentation des mashkenta des prêts hypothécaires. Pour certains, ils ont dû payer chaque mois supplémentaire des 1500 voire 2000 shekels par mois, parfois plus. Ça a vraiment été une catastrophe. Donc la banque Mizrahi se réveille et propose une mashkenta sur Betucha. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'après vous, Daniel? Est-ce que vous conseillez aux gens d'aller vers ce type de crédit hypothécaire? Vous avez réussi en quelques mots à expliquer ce mécanisme que la Banque d'Israël propose, et c'est vraiment, et moi, ça me semble très intéressant. Ça vient, à mon avis, d'une situation qui a été empirique, que l'on a vu, comme vous l'avez noté, que à cause de la Banque d'Israël qui avait augmenté énormément ses taux, alors tout d'un coup, des gens se sont aperçus que en un an, leur mashkenta a pu augmenter de 50%, et pour eux, c'est des problèmes de trésorerie. Et la Banque Mizrahi dit la chose suivante. Tu vas prendre, par exemple, sur 20 ans, une mashkenta. La mashkenta elle-même, elle est pas indexée à l'inflation, mais elle peut être indexée au taux de la Banque d'Israël, au taux des obligations d'Israël, peu importe. Donc, elle peut bouger, point de vue du montant à payer. Donc, c'est pas à taux fixe. Mais, moi, ce que je te dis, pour t'assurer, que que tu n'auras à payer tous les mois que la même somme. Ça veut dire que le taux n'est pas fixe, mais le remboursement, lui, est fixe. Tout à fait. Le remboursement mensuel est fixe. Bien sûr. Et, bien entendu, alors si les taux augmentent comme ça s'est passé ces dernières années, alors automatiquement la mashkenta sera augmentée au point de vue de la durée. Donc on remboursera sur plus longtemps. Tout à fait. Mais sans papier, c'est automatique. C'est-à-dire que dès qu'on signe ce genre d'accord, on sait que si les taux augmentent, on s'embarque pour un remboursement plus long sur de nombreuses années. Qui ne dépassera jamais 30 ans. Et il faut aussi que quand on arrive au bout de la mashkenta qui sera permise, qu'on n'ait pas plus de 80 ans. Donc, ça peut limiter certaines personnes. Ça veut dire que si on a 50 ans, par exemple, on peut encore prendre une mashkenta aujourd'hui? Oui, pas mal. D'après ce qui avait été indiqué dans les chiffres. Et bien entendu, il faut le dire que si les taux rebaissent comme ça passe un peu maintenant, alors on aura moins à payer point de vue durée, ça sera automatique. On pourra changer d'ailleurs, ils disent, à tout moment en disant, moi je vais revenir sur le circuit normal, finalement, on le fera sans ce qu'on appelle de commission qu'on doit faire quand normalement on change de circuit. Non, et ça, il permet ce sera gratuit, on peut retourner avec une mashkenta. Ok, bon, bah c'est ça. Moi, je conseille beaucoup parce que c'est très important pour les gens d'avoir une trésorerie, un flux de trésorerie normal, et pas tout d'un coup d'avoir des dépenses en plus qui n'étaient pas prévues. Voilà. Ça peut mettre des gens dans grande difficulté. Et on comprend ce nouvel appel de la Banque Mizrahi, parce qu'ils sont un petit peu en perte de vitesse, je crois, sur l'attribution de leur mashkenta, alors que c'est leur fonds de commerce, puisque c'est leur spécialité. Donc, ils ont envie de ne plus perdre de clients et c'est tant mieux pour nous. Voilà, on continue avec la société Taro. C'est une société israélienne qui a vu sa valeur grimper. Voilà, en fait, il crée des médicaments génériques. Alors, c'est intéressant cette affaire parce que c'est pas seulement du business. Il y avait quand même une belle idée derrière.
Tout à fait. Elle a donc été vendue maintenant à une société pharmaceutique indienne qui s'appelle Sun Pharma pour 1,5 milliard de dollars. Donc, c'est une somme importante. C'est pour ça que je vous le signale ici. Ça va nous donner aussi un peu d'argent en Israël. Ça va faire venir des capitaux. Bien que déjà Sun avait des participations dedans. Là, vraiment, elle va avoir 100%. Taro va sortir de la bourse. Et d'ailleurs, elle achetait à plus cher qu'elle voulait. Elle voulait payer que 38 dollars. Et finalement, elle va devoir payer 43 dollars par action, ce qui a fait augmenter le taux de 20% en un jour. Pour revenir justement sur le mot que vous avez dit, une idée intéressante. C'est une société qui a été créée en 1950, donc pas loin de la création d'État d'Israël, entre des pharmaciens en Israël et des médecins en Amérique et qui ont voulu investir justement dans l'industrie pharmaceutique israélienne. Et après, cette société a été à Haïfa. Elle s'est spécialisée dans des médicaments, par exemple, elle a commencé par le Talumid, qui est un médicament contre les infections, et surtout surtout on a remarqué qu'elle pouvait guérir la lèpre. Mais c'est un médicament générique? Alors, ça non, ça l'a fait. Mais par exemple, elle s'est spécialisée dans les médicaments génériques, là, dans une niche, je crois qu'on peut dire le mot, où les autres sociétés n'y allaient pas. C'était surtout pour les maladies de peau. Elle a eu beaucoup de succès justement dans ce genre de médicaments qu'elle a développé à ce sujet. Et son PDG a reçu en 2003 d'Israël le prix de l'industrie pour la recherche et développement que cette entreprise fait, qui est exceptionnelle par la quantité et l'argent qui est mis dedans. Et donc, je pense c'est bien qu'après tant d'années, elle ait reçu là vraiment le cours qu'elle devait avoir. Et on continue avec une autre société, puisqu'on est tout Bijvat, eh bien, on va parler de food tech avec des fruits et des légumes. Alors, une start-up israélienne, elles sont vraiment incroyables, ces start-up, qui proposent de faire sécher des fruits et sur les arbres, donc, ou sur le sol. Alors ça, vous allez m'expliquer, parce que franchement, c'est impressionnant, quoi. Tout à fait, le mot. On a du mal à comprendre. Tout à fait. Le mot qui a été employé dans l'article que j'ai vu, me chaguea, ça veut dire rend fou, une start-up qui va rendre fou le monde. Et c'est très intéressant comme principe. Elle va utiliser l'intelligence artificielle d'ailleurs pour ça. C'est une filiale qui va être créée par une société qui s'appelle Energen, qui va donc justement faire ça. Ils ont réussi à le faire point de vue prototype et ça va être commercialisé à partir de juin 2024. La première sur quoi ils vont commencer à commercialiser, ça sera les tomates cherry. Vous savez, les petites tomates qu'on a dans le commerce. Et donc, ils le font sécher à même le sol ou là où les tomates... Sur pied, voilà, directement. C'est ça qui est fou, quoi. Sans que les fruits tombent ou pourrissent ou... Non, voilà. Ils ont un système. Parce que on sait que maintenant, lorsque un fruit ou un légume est séché, d'abord, il perd beaucoup de sa valeur nutritive, des vitamines et des choses comme ça. Après, ce qu'on peut en faire, on peut pas, par exemple, il a été fait, on peut pas le recongeler. Là, il gardera tous ses propriétés puisqu'il sera au niveau de l'arbre ou du pied, comme vous dites. Et donc, c'est important. Et au point de vue santé aussi, parce que ça, je voudrais lancer un appel pour les gens qui vont acheter, qui sont en train maintenant de manger leurs fruits. Il y a beaucoup de fruits secs qui viennent en Israël, de pays comme la Turquie ou autres, où justement, pour sécher ces fruits-là, on utilise des produits qui sont très, très nocifs pour la santé. J'ai même entendu qu'en France, il y a maintenant une révolte agricole et elle a été contre ça en disant les cerises, bon, par des cerises qui viennent de Turquie n'ont pas les mêmes normes qu'en France et ils sont faits par des pesticides que nous, on n'a pas d'utiliser. C'est des fois très dangereux pour les consommateurs. Mais il y a beaucoup de perspectives économiques pour cette start-up parce que imaginez aujourd'hui en temps de guerre où personne ne peut récolter les fruits, faire sécher les fruits, donc ne pas les perdre sur pied ou sur les arbres, c'est absolument incroyable. Oui. Eux, ils visent un marché de 1,5 milliard de dollars. Je pense qu'effectivement, ça sera une grande réussite et ça va être quelque chose de mondial parce que, en plus, c'est bio, comme on a dit. Incroyable. Bon, alors on leur souhaite franchement bonne chance. Cette société s'appelle Supri. Oui. Voilà, donc Be'atzlacha à Surpris et bonne fête de tout Bijvat. On en profite pour vous la souhaiter. Voilà, merci Daniel pour ces nouvelles qui nous réchauffent le cœur après la dure semaine que nous avons passée. Merci beaucoup. Merci, au revoir.